aussi de votre fidélité aujourd'hui dans Agir pour l'environnement qui, faut-il le rappeler, est le seul hebdomadaire consacré entièrement à la préservation de notre bel environnement de Mayotte. Nous allons parler d'eau potable évidemment et on va s'intéresser plus particulièrement au périmètre de captage. Alors on en a entendu parler, on ne sait pas forcément ce que c'est. On va essayer d'approfondir ça ensemble ce matin. Agir pour l'environnement au quotidien, ben oui, moi j'y crois. Ce matin, on a la chance d'avoir sur le plateau Roukia Lahadji, qui est directrice de l'association Naïma. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour Maoré. Et puis Samuel Vancenebroek, qui est responsable du service de l'eau à l'ADEAL. Bonjour Samuel. Bonjour Anne. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. Alors, périmètre de captage, on en a plus ou moins entendu parler à la télévision, on l'a lu dans les discussions. Mais c'est quoi un périmètre de captage ? Donc un périmètre de captage, c'est une zone autour du captage d'eau. Qui se trouve en rivière. Voilà, donc là, il y a aussi des périmètres de captage pour les forages, donc pour l'eau qui est pompée dans le sol. Donc là, voilà, donc il y a 14 captages sur le territoire de Mayotte. Et donc voilà, il y a différents périmètres, il y a des périmètres rapprochés, et après, plus on s'étend, plus on s'éloigne, plus voilà, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais sur le périmètre rapproché, il y a vraiment le minimum d'usage qui est autorisé et, pour préserver au maximum la qualité de l'eau qui est pompée et ensuite potabilisée. Alors vous disiez 14 périmètres de captage, c'est à peu près sur quelle rivière ? C'est beaucoup les rivières au nord de Grande-Terre quand même. C'est là où il y a les rivières avec la quantité d'eau la plus importante. Grâce aux pluies qui sont... Est-ce que c'est des rivières qui produisent toute l'année, c'est ça ? Oui, il y a davantage de rivières permanentes sur le nord du territoire. Dans le sud, on parle plutôt de rivières intermittentes. En saison sèche, il y a souvent moins d'eau qui coule. Et donc voilà, c'est sur le nord et centre du territoire qu'on trouve les alors, dans les autres, donc on voit une rivière qui coule, ça coule hein, à Mayotte, voilà. Dans les autres départements, il y a aussi des périmètres de captage sur les rivières ou c'est quelque chose qui n'existe que chez nous ? Là, c'est une réponse, je ne saurais le dire, mais j'ai été c'était en Guadeloupe, hein, qui ont des problématiques d'eau comme non. Oui. J'ai vu aussi de lieux de captage. Et ce qui était pas mal aussi, il y avait un sujet, il y avait vraiment des zones dédiées à l'agriculture, donc il y avait de captage d'eau pour les agriculteurs, pour les éleveurs, de manière à pouvoir les alimenter, ce que nous n'avons pas aujourd'hui ici. Mais là-bas, comme nous, ils ont des vrais problèmes d'eau aussi peut-être potable. Plus que nous encore. Hein. Plus que nous encore, parce que ça, il faut le souligner. Nous, c'est venu récemment, il y a quoi, 5-6 ans, je pense, le sujet de l'eau, alors que là-bas, ça fait des années, je parle de l'eau potable, alors qu'eux n'ont pas de difficulté pour l'eau non potable, ça veut dire pour les éleveurs et les agriculteurs. C'est quelque chose aussi, je pense, à un moment donné, sur le territoire maoré, nous devons y penser, à se dire, avoir de captage d'eau pour les éleveurs et les agriculteurs, avoir bien sûr le captage de ce denrée rare pour l'homme, pour pouvoir boire. Donc oui, effectivement, ça existe ailleurs. En métropole aussi, Samuel ? Oui, les périmètres de captage, ils sont définis par l'ARS, donc c'est une exigence sanitaire qui fait partie aussi du Code de l'environnement et aussi sûrement de la Code de la santé publique. Donc voilà, c'est vraiment une exigence sanitaire pour garantir une qualité d'eau. Et aujourd'hui, est-ce que vous le savez, ces 14 captages, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs sources d'approvisionnement en eau potable, enfin en tout cas pour qu'on ait de l'eau au robinet, ces captages en rivière, ils contribuent à quelle hauteur dans la production quotidienne d'eau potable ? C'est une part importante parce que à Mayotte, pour produire la ressource en eau potable, on utilise 60% d'eau de surface. Donc les eaux de surface, c'est quoi ? Et donc voilà, dans les eaux de surface, on a les rivières et les retenues collinaires. D'accord. Donc du coup... 60%, voilà. Oui, c'est quand même beaucoup. Et en fait, s'il y a une variation au cours de l'année dans la quantité d'eau qu'on pompe dans les rivières et dans les retenues collinaires, donc en saison des pluies, on prend l'eau davantage dans les rivières parce qu'elles sont
elles sont pleines et plus on avance dans la saison sèche, moins on pompe d'eau dans les rivières et plus on va dans les retenues voilà, collinaires. Mais là, on l'a vu sur les images, elles sont récentes ces images et on voit qu'il y a du débit donc et on est en pleine saison sèche donc il y a des rivières comme ça en saison sèche qui continuent à. Mais où se trouve la ressource initiale? C'est grâce à de l'eau qui est dans le sol. Et donc voilà, on peut parfois avoir des nappes d'accompagnement, on appelle ça, donc un peu comme des réservoirs d'eau qui sont à proximité de la rivière et qui permettent d'alimenter en continu ces rivières. Et comment on choisit de poser un captage à tel endroit ou à tel endroit? C'est le travail des associations qui permet de dire, bah voilà, nous on constate qu'ici il y a beaucoup de débit, ou c'est une analyse d'ingénieurs? Enfin, comment on travaille pour dire là, il faut en mettre un? Là, je pense que c'est plutôt le MA qui doit faire un travail sur ça, avec ses bureaux d'études, pour identifier les lieux de forage, les lieux de captage, les retenues. D'ailleurs, là, on voit les usines de dessalement, parce que là, on parle d'eau potable, donc c'est un ensemble d'actions qui sont menées pour arriver à nous donner cette denrée chaque jour. On espère que d'ici quelques années, on l'aura. C'est vraiment le travail de l'EMA et de l'ADL, je pense aussi, qui font ce travail-là pour identifier les lieux les plus propices pour les captages en surface comme pour les forages et également pour les retenues collinaires. On espère celui de Aurévigné. La troisième va pouvoir voir le jour. Donc c'est un travail de concertation et surtout de spécialistes. Là aussi, ça ne se décrète pas. Il y a des considérations techniques de trouver l'endroit où on peut réussir à pomper plus d'eau. Il y a aussi des considérations d'occupation de l'espace pour pouvoir placer le captage à l'endroit le plus pertinent. Ça veut dire quoi, occupation de l'espace? Par exemple, pour préserver la qualité de l'eau qu'on aura dans le captage, on ne va pas construire un captage juste au milieu d'un quartier résidentiel, parce qu'on risque d'avoir des pollutions sur ce captage. Donc on va chercher un endroit où on va pouvoir avoir la plus grande zone autour de ce captage qui soit naturelle et préservée. Et dans les prévisions, il y a potentiellement un 15e captage qui pourrait être installé sur une rivière dans quelques temps? Je ne connais pas, je n'ai pas en tête en détail la stratégie du LEMA là-dessus. Mais c'est des projets qui peuvent être mis en place. Après, il y a aussi des projets de mise à niveau des captages existants pour pouvoir les rendre plus efficaces. Ah oui, on modernise les installations en réalité. Je veux juste compléter sur ça au niveau des captages, de la qualité. C'est important aussi de penser à l'assainissement parce qu'on ne sait plus. Le système d'assainissement n'est pas aujourd'hui à la hauteur des besoins. Plus nos sols, et ça on le sait, nos nappes, se détériorent. Et ça aussi, c'est un sujet. Même si ce n'est pas le sujet, mais c'est toujours bien de le rappeler parce que la qualité de l'eau dépend aussi de nos nappes, comme il vient de le dire tout à l'heure. Il faut s'éloigner des zones urbaines pour être rassuré d'avoir de la qualité de l'eau. Mais des fois même, on peut aller dans des zones éloignées, mais on peut trouver que la qualité de l'eau n'est pas du tout bonne. Parce qu'autour, il y a des usages comme des lavages, comme du périfécal, comme un certain nombre d'éléments. Donc tout ça, c'est aussi à prendre en compte. Et d'ailleurs, la CC Sud travaille sur le schéma de préfiguration de l'assainissement non collectif dans les communes de la zone pour justement essayer de mieux prendre en considération ces risques de pollution qui sont, elles, pour le coup, extrêmement difficiles à arrêter en quelque sorte. Alors, vous avez commencé, et je saisis la perche que vous me tenez. Pourquoi il faut entretenir ces captages? Parce que là, on va le voir sur des images. Il y a régulièrement des actions. On peut se demander pourquoi on prélève de l'eau à cet endroit-là, vu les mauvais usages qui en sont faits. Après, parfois, les mauvais usages sont arrivés après l'installation du captage. Donc, on ne peut pas toujours anticiper les usages qui vont en être faits. Parce qu'en fait, on le voit là sur les images, le périmètre de captage, c'est comme un espèce de mini-barrage qui est installé dans la rivière et ça fait comme un immense bassin de rétention et on a l'impression que certains considèrent que ça fait une baignoire en fait pour se laver, pour laver le linge, pour faire tout un tas de choses. Mais c'est compliqué quand même.
Ouais, c'est compliqué, effectivement, mais là aussi, je pense que les pouvoirs publics doivent aussi agir sur un certain nombre de mesures, notamment voilà, un peu d'amende, mais ce n'est pas seulement la répression qui doit arrêter les choses, ça, il faut se dire la vérité, parce que les usages sont des personnes qui sont autour, qui doivent se laver, qui doivent laver leur marmite, leur mabawa, parce que moi j'en ai vu, hein, qui lavent même de la nourriture, c'est-à-dire de mabawa, qui sont lavés autour de ces zones-là. Donc c'est de trouver des solutions alternatives, notamment d'installer pas loin un lieu de lavage, voilà, un lavoir, c'est-à-dire là aussi pas loin de ces quartiers-là, d'installer, parce que ça se fait maintenant, l'ARS le fait, des zones tampons pour pouvoir avoir de l'eau. Donc tout ça, il faut apporter des solutions alternatives. Et après sensibiliser là, Naïma, à ce titre, c'est notre dada. C'est votre métier, voilà. Je dirais. C'est notre métier, voilà, c'est notre dada. Donc là, dans ces conditions-là, on pourrait aller, on sensibilise, on nettoie, parce que là, on agit directement. Mais à côté, lorsque la personne lambda n'a pas d'autre solution alternative que d'aller là, vous inquiétez pas. On pourra beau parler, on pourra beau dire, on pourra beau aller nettoyer, mais il va y aller parce qu'il n'a pas le choix. Donc là, il faut vraiment avoir les deux, agir en parallèle, des solutions pour ces personnes-là, de la sensibilisation pour leur faire changer de comportement. Et je pense que ça peut matcher si on fait les deux. Mais on a l'impression quand même, quand on regarde les images, là c'est à la rivière de Kwale, c'est le captage de la rivière de Kwale, donc à Mamoudzou. On a quand même l'impression que ce barrage attire en fait les gens, puisque ça stocke l'eau et ça facilite du coup les démarches. Comment on peut, peut-être, je comprends ce que vous dites, de dire, bah voilà, quand t'as pas le choix, bah t'y vas, mais peut-être de les contraindre à aller plus loin du captage est-ce que ça change quelque chose dans la qualité de l'eau, de les éloigner du captage? Le plus utile, ce serait de pouvoir que ce soit à l'aval du captage, donc après le captage, là où... Parce que le problème, c'est si on est à l'amont, donc l'eau est polluée avant, elle arrive dans le captage et elle est captée sale. Si ces usages-là arrivent après, en tout cas, ça aura moins d'impact sur le captage. Après, c'est des usages qui peuvent avoir aussi des problèmes des impacts sur l'environnement. Mais voilà. Et après, donc, l'action de l'État, c'est aussi dans la planification. Donc, il y a des documents qui sont mis en place nationalement et déclinés localement. On appelle ça il y a le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, avec toute une stratégie sur 5 ans. On le connaît, le SDAGE, on le connaît depuis longtemps, c'est un document... Et il va être révisé, on entame la révision l'année prochaine, donc on va pouvoir adapter, l'objectif c'est qu'en continu on puisse adapter les actions et mesures aux réalités qu'on rencontre, et donc pouvoir trouver des solutions ensemble pour à la fois... Mais est-ce qu'il y a des solutions sur justement, parce qu'on voit bien la bidonvillisation du département, elle conduit aussi à ce que des gens ont besoin d'eau. Est-ce que c'est bien compatible en fait? Est-ce qu'on va y arriver à avoir des périmètres protégés? Parce que normalement, c'est une infraction, donc il y a des sanctions. Mais en même temps, sanctionner quelqu'un qui n'est pas solvable, à quoi ça sert? Non seulement de sanctionner quelqu'un qui n'est pas solvable, mais quelqu'un qu'on n'apporte pas non plus de solution. Je le dis encore, hein, ça ne sert à rien parce qu'il continue à y aller. Et là, tout à l'heure, lorsqu'il disait qu'il vaut mieux aller en aval qu'en amont, on ne fait que déplacer un problème, parce que la réalité, le fait de laver le linge, de laver de la nourriture dans les rivières, ça ne fait que déplacer le problème. Peut-être pas sur ces taux de captage qu'on arrive dont on a besoin. Dont on a besoin tout de suite, mais le reste aussi, on en a besoin. Nous avons besoin d'avoir ces rivières non polluées pour que les espèces puissent continuer à vivre, les espèces naturelles, les petits poissons, les petits... Voilà. Donc tout ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que j'en appelle encore au pouvoir public de voir quel est le plan, le SDAGE. Vous êtes en train de parler tout à l'heure du SDAGE, effectivement, lors de la révision, de pouvoir penser à des actions concrètes sur ces sujets-là, et de contraindre plutôt les pouvoirs publics, c'est-à-dire les collectivités ou même l'État, à dire attention, sur ces zones où nous décidons de haute protection, voilà, utilisons, je dirais, les forces qu'il faut, donc les moyens qu'il faut pour réellement apporter des solutions de protection. Je parle de solutions de protection de l'homme en termes de répression, mais en termes aussi de solutions alternatives à
l'utilisation du besoin. Parce que l'homme, lorsqu'il vit autour, il a des besoins vitaux. Bah oui. On ne peut pas croire que Il n'ira pas à la rivière. il n'irait pas. Donc c'est là le SDAH, je pense, qui doit aussi changer de casquette un tout petit peu, apporter des solutions concrètes Mais sur sur ce sujet. on a dit 14 périmètres de captage. Là, on a vu celui de Kwalé, on en a parlé. C'est pareil sur tous. Vous êtes au Oui. quotidien dans les rivières ou Non, autour non. des rivières. C'est On est- pareil sur tous. On est à la Magimini, on est partout. Je vous rassure, c'est... Enfin, rassure, je suis pas sûre. Non, c'est pas... non, je vous rassure que ça vous rassure. Enfin, je vous rassure que c'est partout comme Partout. ça. Après, il y a Je vous conviens. certains endroits où c'est quand même plus dans des endroits reculés, où il y a quand même moins de... Mais je vous dis, parce que nous faisons même les endroits les plus reculés, c'est vraiment ça fait même plaisir quand on voit, waouh, c'est bon, il y a de l'eau et un petit poisson. C'est rare, mais il faut aller vraiment le plus haut possible. Et la crainte, et là je vous le dis, parce que nous sommes sur le terrain, c'est que, allez-y, quelques mois après, vous allez trouver que là où vous avez trouvé, c'était bien. Mais est-ce que C'est ces pollué. périmètres de captage, Donc, ils n'attirent pas justement la création d'un mini bidonville, puisque ça fait comme une baignoire? Est-ce que si on ne sanctionne pas, est-ce qu'on n'a pas le risque de voir des quartiers informels s'installer à proximité? Je vous dis qu'il y ait captage ou pas captage, toutes les zones sont occupées aujourd'hui. Des zones de captage, on en parle aujourd'hui parce que ce sont les zones Parce que c'est notre sujet, intéressent oui. le sujet. Mais là aussi, quand je dis je vous rassure, si pour encore vous confirmer, les zones non captées sont aussi Ouais. utilisées et sont très très polluées. Malgré cela, ben, il y a des usages. Il y a des usages. Moi, j'ai vu des endroits où il n'y a pas du tout de captage, des usages même de fabrication de marmites en alu. C'est vraiment très pollué, ces marmites-là, on les utilise. sûr. Et à Et côté, c'est très polluant. on voit, voilà. Et à côté, juste à côté, on voit quelqu'un qui amène aussi sa vaisselle, voilà, pour venir laver, faire sa vaisselle. Mais en même temps, laver aussi sa nourriture, son riz, son mabaoué, sa viande. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de captage. Donc là aujourd'hui on parle du captage, c'est normal, c'est ça ce que vous avez fait le reportage, mais c'est partout comme ça. Donc la bidonvillisation ne se fait pas autour de captage parce que Ouais. c'est un appel d'air, il se fait partout là où l'homme, je suis arrivé, je dois avoir une place pour faire dormir mes enfants moi-même, mais c'est là, je trouve là je fais. Et c'est ça où je vous dis que chaque jour, on est là aujourd'hui, ah là, ça va. Revenez 6 mois après, vous allez voir, mais ça ne va pas. Alors, justement, on se rend bien compte que le problème est inextricable. Comment maintenant la SMAE, qui récupère l'eau, parce que qui dit périmètre de captage dit prélèvement pour fabriquer de l'eau potable, comment on rend cette eau que l'on voit qui ne fait pas très envie, hein, comme ça, alors, sauf celle-là, évidemment, celle-ci est très belle, mais l'autre... Vous l'avez trouvée où celle-là? C'est laquelle? Je ne sais pas. Objectivement, Elle je est ne saurais belle. vous dire, mais c'est beau. En plus, c'est joliment Ah bah filmé. oui, elle est Mais belle. la SMAE, elle fait comment quand elle prélève cette eau pour la rendre potable? Parce qu'on sait qu'il y a des contrôles, donc on sait que ce qui arrive dans nos robinets, c'est conforme à la réglementation. Donc, comment on passe d'un statut d'eau bof à quelque chose de totalement recommandé pour la consommation? Donc il y a un ensemble de traitements qui sont faits. La première étape, c'est déjà enlever les... En fait, on va aller au fur et à mesure des étapes, on va aller retirer des morceaux de plus en plus petits dans l'eau, on va dire. Donc la première étape, on enlève les gros déchets. Et ensuite, on a une étape de décantation, donc, qui est devenue célèbre suite à la réparation du décanteur de l'usine de potabilisation de Rouvigny. Ça n'a pas duré aussi longtemps que c'était prévu. Donc on y est attaché à ce décanteur. Donc en gros, c'est pour faire simplement, c'est un grand bassin qu'on laisse reposer. Et comme on a déjà tous eu une eau qu'on laisse reposer, on voit il y a un fond qui se dépose. Donc voilà, on a la boue qui se dépose comme ça. Et après, on récupère l'eau au-dessus. Et ça nous permet d'avoir déjà toute cette boue qui est enlevée. Et ensuite, on fait passer à travers différents filtres. On peut avoir des filtres à sable, notamment, donc, qui permet d'avoir une maille déjà assez fine. Et petit à petit, on peut faire passer à travers différentes mailles pour enlever les morceaux comme cela. Et après, il y a des traitements qui peuvent être faits aussi pour... Jusque-là, on n'a pas mis de produits. Voilà. On est juste, on fait circuler l'eau dans des filtres, en fait. Voilà. Différents types de filtres. Après, on peut mettre des flocculants, ça s'appelle, donc des produits qui vont permettre de faire agglomérer les particules entre elles pour avoir des plus gros morceaux pour pouvoir plus récupérer plus facilement.
Et ensuite, après, on peut avoir du traitement au charbon actif pour traiter les... Donc là, on commence à mettre des produits. Bon, c'est un minéral. Et donc voilà, charbon actif pour capter un peu les polluants. Et ensuite, après, on peut avoir, parfois, on peut mettre de la lumière UV ou de l'ozone pour traiter aussi les polluants. Et enfin, la dernière étape, c'est on ajoute du chlore dans l'eau pour traiter une bonne fois pour toutes, pour éliminer tout risque bactérien. Et ça, il s'est fait systématiquement. Tout à fait. Et c'est pas dangereux pour la santé. Non. C'est des doses. C'est très réglementé. Il y a des limites à ne pas à bien respecter. Il faut en mettre suffisamment pour que ce soit pour éviter tout risque de maladie, mais pas de trop pour éviter. D'abîmer, Voilà, d'avoir un impact sur la santé humaine. Et globalement, entre le moment où l'eau est prélevée dans le périmètre de captage qu'on a vu et le moment où elle arrive à notre robinet, toutes ces étapes différentes de traitement, elles prennent à peu près combien de temps? Je ne sais, je ne saurais pas dire exactement, mais c'est donc tout ça, ça se passe au sein de l'usine de potabilisation. Donc on a trois grosses usines de potabilisation sur le territoire. Aurovigny, Bouyouni et Mamoudzou. Donc bon, ça après ça se fait en continu. Hein, donc, oui, bien sûr. Je pense que c'est autour c'est quelques heures. Quoi, ah oui, donc ça ne stocke pas pendant 15 jours, abassé dans les différents bassins, les filtres, les machins. Non. Donc l'eau n'est pas si polluée que ça en fait. En fait, après, l'impact de la pollution, ça peut, par exemple, ça peut boucher plus rapidement les filtres, des choses comme ça. Donc ça va nécessiter un entretien plus important et du coup, ça va nécessiter d'augmenter encore le coût de l'eau, d'une certaine manière, on pourrait dire ça. Oui, parce qu'il faut la nettoyer avec plus d'acuité. Ça abîme davantage les infrastructures, du coup ça demande d'intervenir plus régulièrement et voilà. Et d'expérience, parce que c'est vrai que bon, nous, avec nos difficultés sur notre département, et vous disiez tout à l'heure que la Guadeloupe était en grande difficulté également. Globalement, la manière dont on nettoie entre guillemets l'eau pour la rendre potable ici, c'est équivalent à la métropole ou c'est moins ou c'est pire? Comment on se positionne par rapport au reste de la France? C'est les mêmes lois, les mêmes normes réglementaires et sanitaires. Donc c'est pareil. Pareil. Quand on boit de l'eau à Boulogne-sur-Mer, elle a été potabilisée exactement de la même manière que l'eau que l'on boit à Chirongui. Pareil. Il y a des procédés qui peuvent différer, parce que différentes technologies qui existent, mais en tout cas, les prélèvements et les mesures de la qualité de l'eau sont exactement les mêmes et les mêmes procédés de mesure. Donc même si on voit un périmètre de captage qui n'est pas hyper au top, en termes de propreté, j'entends, puisque l'ouvrage en lui-même, il était beau, en termes de propreté, c'est pas top, il ne faut pas qu'on soit inquiet, tout est mis en œuvre pour que la qualité de l'eau qui arrive dans nos verres et nos assiettes soit correcte. C'est ça. La menace la plus importante, c'est pour l'environnement, qui va être dégradé, mais pour la qualité de l'eau potable, il y a les procédés sont adaptés pour pouvoir rendre l'eau potable. Quand vous allez sur le terrain avec les équipes de Naïma, et que vous voyez ce qu'on a vu autour du périmètre de captage, c'est quoi les messages que vous faites passer à ces personnes pour essayer de les convaincre d'aller en aval du périmètre de captage ou d'aller carrément ailleurs? Alors déjà, le message, c'est un message de conscience. Voilà, c'est important, c'est-à-dire de faire envoyer ce message de confiance que ce qu'ils sont en train de faire, c'est nuisible pour leur propre santé à eux. Parce qu'on voit bien, lorsque c'est pollué pour tout le monde, mais c'est pollué en particulier pour eux. C'est clair. Déjà. Et puis, d'essayer de trouver des solutions, comme vous le dites, d'aller un peu plus, à s'éloigner un peu plus du captage. C'est l'idéal. Mais non, ce n'est même pas de leur dire éloignez-vous plus, c'est de leur dire ce n'est pas bien, essayez plutôt à la maison d'amener l'eau, d'essayer de trouver de l'eau potable, voilà, c'est chez vous. C'est de les sortir de la rivière en fait. C'est de les sortir. Parce qu'en réalité, pour nous dire on éloigne le problème reste le même, comme vient de le dire tout à l'heure, sur le sujet de la potabilisation, quel que soit, on va arriver à avoir de l'eau potable. Mais sur le sujet de l'environnement, il est dégradé. Qu'on le dégrade là ou ailleurs, il est dégradé. Donc pour nous, c'est vraiment de pouvoir expliquer à cette population, à ces usagers, de dire on est en train de nuire pour nous-mêmes, notre propre santé, à vous
et aux autres. Parce que Donc, la conséquence, c'est très important ce que vous dites, de dire façon avant ou après le périmètre, c'est pollué. La conséquence, l'eau polluée, elle va où? La conséquence, elle est pour où après, derrière? elle est encore plus dangereuse parce que l'eau polluée, elle va aussi dans la mer. D'où la nécessité de pouvoir aussi préserver. Et là, après Chido, déjà avant Chido, c'était bof-bof. Maintenant, après Chido, c'est une catastrophe. Notre ressource épuratoire qui est la mangrove. Ouais. Donc là aussi, lorsque nous avons une mangrove saine, en bonne santé, elle arrive déjà à capter, puisque la mangrove, comme vous le savez, c'est une source épuratoire. C'est-à-dire, elle conserve Bien un sûr, peu c'est un les filtre déchets. naturel. Voilà, c'est un Ouais, filtre bien naturel. sûr. Même maintenant qu'on n'avons pas de mangrove, là, c'est notre lagon qui est en train d'être touché directement à travers ces usages. Donc, vous voyez bien que nous, de dire on déplace le sujet, le Naïma, c'est pas de déplacer le sujet. Naïma, c'est de dire nous ne devons pas agir. Et c'est pas que Naïma, toutes les associations qui interviennent sur le volet environnement, c'est un vrai sujet pour nous, c'est une inquiétude pour nous, d'où, encore une fois, je le dis plusieurs fois, il ne faut pas qu'ils prennent ça comme si je ne l'ai pas dit, donc comme si je le répète plusieurs fois, mais c'est naturel, les pouvoirs publics doivent s'emparer de ce sujet pour trouver des solutions, encore une fois, pour remplacer les usages des rivières, les remplacer par d'autres usages. Il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place. Des laveries automatiques, des points d'eau, pour faciliter ces populations-là à aller ailleurs pour faire leurs besoins en termes d'usage de l'eau. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut, au niveau des différentes émissions, le dire plusieurs fois pour que les plus instances, parce que très souvent, moi je parle des collectivités, c'est une question de moyens, et je l'entends, je le comprends. Donc ce sujet environnement, il faut ça aussi que ça soit pris un peu plus haut en termes des différents ministères écologiques et environnementaux pour dégager des vrais moyens sur ces sujets, pas seulement de captage, mais de dégradation de l'environnement d'une manière générale. Et de la qualité donc des rivières qui conduisent derrière à nos fameux captages. Voilà. Parce que juste, Anne, pour terminer, oui. de dire que lorsqu'on pollue notre mangrove, on pollue notre rivière mangrove et le lagon, c'est aussi l'économie, le tourisme qui est directement touché. Donc c'est le territoire pour en terminer là. Merci. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas de toutes ces explications. Je crois que c'est plus clair, hein, on a bien compris maintenant. Merci. Puis la difficulté aussi pour les associations. Merci beaucoup. On se retrouve très rapidement dans Agir pour l'environnement avec un autre sujet. À bientôt.